Merhaba à cette semaine en Turquie. Aujourd'hui, je suis rejointe par la professeure Emel Parlardal pour parler des conséquences de la visite d'Erdogan à Washington et l'impact sur la politique intérieure de la Turquie. Bonjour Madame Parlardal, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. La semaine dernière, président Erdogan a visité président Trump à Washington pour parler de nombreux sujets, dont la Syrie, les milices kurdes, les prisonniers djihadistes et les fusées S-400, entre autres. À votre avis, qu'attendait le président Erdogan de la réunion à Washington? En fait, cette réunion était très importante parce qu'en fait, l'atmosphère entre les deux pays était très tendue depuis quelque temps. Et c'est pour ça que cette visite d'Erdogan à Washington a donné quelques signes à l'opinion publique turque. Et la crise entre les deux pays s'est un peu éprouvée. On peut tenir quelques conséquences de cette visite. D'abord, les relations entre les deux pays sont dans un état de normalisation. Puis la semaine passée, on ne parle pas beaucoup de la crise récente entre les pays. Et les relations maintenant sont dominées par le pragmatisme. Et depuis quelques temps, vous savez qu'il y a beaucoup de sujets de débat sur la table. Et la dernière crise était a créé quelques conséquences très négatives pour la politique extérieure turque à plusieurs niveaux. Cette crise a aussi créé quelques conséquences négatives sur les relations entre la Turquie et l'Union européenne. C'est pour ça que c'était dans l'intérêt de deux pays, de deux alliés, d'apaiser la crise et de passer à une autre étape qui était la normalisation. Il y a aussi d'autres conséquences de la crise. Même si la crise n'a pas donné des conséquences très concrètes, il y a eu quelques impacts de cette crise sur la politique intérieure turque, aussi sur la politique intérieure américaine. Cette dernière visite a aidé les deux présidents de donner des signes positifs à l'opinion publique. Parce que vous savez que le président Trump avait aussi besoin de cette visite et des conséquences positives de cette visite. C'est pour ça que ça a aussi aidé le président Trump et de donner quelques signes positifs à son propre opinion publique et de dire que maintenant les relations ont commencé à être normalisées. Donc on a résolu quelques problèmes entre Ankara et Washington. Donc c'était dans l'intérêt de deux pays, de présidents de deux pays, de donner cette signe à leur opinion publique. Et comme on a dit, beaucoup de sujets ont été discutés. Et sur la majorité, les deux parties ne se sont pas mis d'accord. Mais la Syrie est une des exceptions. Président Trump a soutenu l'idée de la zone sécurisée, mais il a appelé la communauté européenne à l'aide pour rapatrier les migrants syriens. Est-ce que c'est un pas vers l'avant ou rien ne changera? Et qu'est-ce que ça signifie pour la politique interne d'Erdogan? Pour le coup de courte durée, je ne pense pas que ça va créer un impact concret. Mais l'appel était très important. Le même appel a été fait par le président Erdogan, parce qu'il a aussi fait un appel à la communauté internationale, surtout comment ça s'appelle, surtout aux Nations Unies. Et il a appelé, il a donné, comment ça s'appelle, il a souligné qu'il a besoin de l'aide de tout le pays qui a influencé par cette crise. Le président Trump était aussi très satisfait par cette réunion, parce qu'à la fin de cette réunion, il a dit que c'est maintenant le temps de pays de la région de s'occuper du problème syrien.
Nous avons décidé de ne pas rester très longtemps en Syrie. Maintenant, nous allons nous occuper de pétrole. C'est pour ça qu'on va rester là-bas, il a dit. Et après, il a répété le même appel à la communauté internationale, surtout leurs alliés européens, de trouver une solution immédiate à la question des terroristes de rapatrier le professeurs qui restent maintenant dans les prisons au nord de la Syrie. Un autre sujet important est le sujet des S-400. Les sénateurs américains qui ont participé à la réunion l'ont dit, et il semble que l'activation du système de défense russe viendra avec des sanctions lourdes pour la Turquie et surtout économiquement. Quelle sera la stratégie de la Turquie sur ce sujet dorénavant? À mon avis, la Turquie n'a pas une stratégie très précise au niveau de l'achat des avions F-105 et de l'activation du système de fusée russe S-400. Mais cette semaine, le ministre de la Défense turc il a souligné qu'ils ont déjà acheté le système russe et ça sera activé. Mais en même temps, il a souligné qu'ils ont déjà acheté le 4 F-35. Je pense que la Turquie, dès le départ, était dans un état de trouver un équilibre pour ce problème. Mais pour le côté américain, pour le côté de l'administration américaine, il n'est pas cet équilibre, c'était très difficile de trouver parce qu'ils ont dit que si vous activez le système S-400, ça va vous mettre en danger parce que les deux systèmes ne sont pas compatibles. Donc c'est pour ça que leur raison était très précise. Mais pour les côtés turcs, ils ont toujours insisté qu'une solution intermédiaire était toujours possible. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à se négocier. Je pense que la Turquie va suivre la même stratégie, la stratégie de négociation, parce que la Turquie veut gagner un peu de temps. Maintenant, je pense que le président Erdogan va suivre la même stratégie et va continuer à dire que nous allons continuer à négocier sur le sujet. Et en même temps, ils ne vont pas activer le système. Ils sont toujours dans un état, dans une recherche de trouver une solution intermédiaire qui va satisfaire les deux parties, mais cette solution n'existe pas. Dans la réalité, il n'existe pas une solution. Mais ça va aider le gouvernement d'AKP de gagner un peu plus de temps et de trouver, d'essayer de trouver une solution possible. Il y a eu un échange intéressant entre une journaliste turque et le président Trump, où le président a demandé à la journaliste, après sa question en plaisantant, si elle ne ferait pas partie du gouvernement. Et la question observant largement la perspective du gouvernement turc. La question de la liberté d'expression et la liberté de la presse est un des plaies de la démocratie en Turquie maintenant. Et cette question n'était pas sur la table dans ces négociations. Et cette question n'est jamais sur la table. Qu'en pensez-vous? À mon avis, quand on regarde la politique trumpienne, ou bien la politique du président Trump, dès le départ, le président Trump a suivi une politique très pragmatique. Donc, sa vision était très centrée sur le business. Il a suivi une stratégie qui est très concentrée sur le business. Donc, il a toujours voulu voir quelques résultats concrets sur le stade. Donc, son attention est basée sur les gains et sur les achèvements concrets. À mon avis, il a fait la même chose pendant cette visite. Son attention était focalisée sur les gains concrets. C'est pour ça que je pense qu'elle est très peu intéressée par l'état de la démocratie, sur les droits de l'homme, les libertés
En général, vous savez que les républicains aux États-Unis ne sont pas acceptés par les questions qui concernent les démocrates. En général, les démocrates sont intéressés par ce type de sujet. Je pense qu'à l'avenir, ça sera la même chose. Parce que quand on regarde la stratégie ou bien la politique du président Trump à l'égard du Corée du Nord, par exemple, on voit les mêmes caractéristiques. Donc, c'est des caractéristiques de la politique trumpienne en Floride. Donc, c'est pour ça nous allons voir, comment ça s'appelle, le même type de politique avec Ankara dans les mois suivants, bien dans l'année prochaine. Merci beaucoup, Madame Palardal, d'avoir participé à notre émission. De rien. Bonne soirée. On continue. Le parti pro-kurde HDP a vu 24 de ses élus aux municipalités destitués. Certains étaient arrêtés et certains simplement limogés après les élections locales. Le parti a organisé une réunion pour discuter d'une éventuelle sécession des activités au Parlement. C'est un débat qui a agité la base du HDP. Avec 24 de ses 69 maires limogés suite aux élections municipales du 31 mars et 19 de ses édiles emprisonnés, de nombreux militants et ténors du parti avaient appelé à un boycott des institutions qui passerait par une démission collective de leur mandat. Mais un débat interne a retenu une autre option, continuer la lutte au Parlement. Après des discussions internes, l'idée du boycott des mandats locaux et nationaux a été écartée. La déclaration qui s'en est suivie a souligné que le gouvernement a perdu sa légitimité populaire et qu'il ne pouvait plus continuer longtemps à diriger en confisquant la volonté populaire. Il est dit: afin de délivrer les peuples de Turquie du joug de l'AKP et du MHP, nous appelons à des élections anticipées. Ceci est un défi. La déclaration comportait 12 points, énumérés par ses coprésidents Sezai Temelli et Pervin Buldan. Il y est dit: le HDP ne bradera pas les conquêtes qui ont coûté si cher au peuple de Turquie, à commencer par les Kurdes. Le HDP, qui est la cible d'attaques systématiques de large ampleur et venant de toutes parts, tant au niveau national que local, ne baissera pas les bras et continuera sa lutte sur les bases légales et démocratiques avec une grande détermination. Notre objectif est d'agrandir le cadre démocratique, pas de l'éteindre. Le HDP a appelé toute l'opposition à les rejoindre sur cet appel à des élections anticipées. Şehir Üniversitesi, fondée en partie par Ahmet Davutoğlu, l'ancien Premier ministre, qui se prépare à ériger une nouvelle partie politique, est menacée par la banque gouvernementale de fermer ses portes à cause d'un crédit. Ahmet Davutoğlu crie à une manœuvre politique. La banque publique Halkbank a opéré une saisie sur les biens de l'université Şehir, dont l'un des fondateurs est Ahmet Davutoğlu. Ce dernier, qui a rompu les ponts avec l'AKP, se prépare à créer son propre parti. Alors que l'université et la banque vont s'affronter devant les tribunaux, un jugement provisoire a décidé de maintenir cette saisie. Le professeur Peyami Çelikcan, recteur de l'université, a déclaré « Nous regardons tout cela avec consternation ». Le déménagement de l'université Şehir dans un nouveau campus en 2017 avait nécessité, outre l'apport des donateurs, un crédit d'investissement que Halkbank avait fourni. Mais les difficultés économiques se sont manifestées et la direction de l'université s'est réunie avec la banque le 9 octobre pour lui proposer un plan de restructuration. Mais le 11, coup de théâtre. Halkbank déclare avoir saisi les biens de l'université. Alors que Halkbank a 400 millions de livres turcs à récupérer, l'université Şehir a proposé d'hypothéquer ses biens d'une valeur de 1,2 milliard de livres turcs, soit 3 fois le montant total. Mais le tribunal n'a pas accepté. Le recteur Çelikcan a déploré que la saisie soit maintenue alors que le processus judiciaire n'a pas encore abouti. Il a dit « Le fait que les saisies continuent alors que nous nous efforçons de trouver une solution montre qu'il n'y a pas une volonté de trouver de solution. Agir de manière à mettre en péril les activités éducatives n'est ni légal ni humain. » Ces déboires ne sont pas étrangers au fait qu'Ahmet Davutoğlu soit l'un des fondateurs de l'université. Et ici, le timing pose question. C'est au moment où l'ex-premier ministre se préparait à lancer son parti politique que les foudres s'abattent sur l'université qu'il a fondée. Davutoğlu avait protesté sur les réseaux sociaux en disant que cette décision était politique. Mais le recteur Peyami Çelikcan préfère faire profil bas. Nous ne voulons pas que cela devienne un problème de politique intérieure. Faire partie de ce genre de débat nous nuirait et empêcherait de voir le problème essentiel.
Une légende de théâtre, Yıldız Kenter, est mort à l'âge de 91 ans. Dans sa carrière longue de plusieurs décennies, elle a changé le visage du théâtre turc. C'est une icône du théâtre et du cinéma turc qui nous a quittés. Yıldız Kenter a tiré son dernier salut à 91 ans, ponctuant une carrière longue de 70 ans, couronnée de nombreux prix et récompenses. L'actrice était en soins intensifs pour un problème au foie. Kenter avait commencé sa carrière dans le théâtre public d'Ankara. Après 11 ans, une bourse Rockefeller lui permet de rejoindre le Neighborhood Playhouse and Actors Studios du American Theatre Wing pour y parfaire sa formation d'actrice. En 1959, elle part du théâtre public et après avoir travaillé un an avec Muhsin Ertuğrul, elle crée sa propre troupe avec son mari Şükran Güngör et son frère Müşfik Kenter. Elle a continué de travailler aux États-Unis et en Grande-Bretagne sur les méthodes de formation des acteurs. Elle a été élue en 1962 femme de l'année en Turquie. En 1968, la construction de son propre théâtre est enfin achevée. Elle a reçu à 3 reprises le célèbre prix Orange d'Or pour ses rôles dans le cinéma. Elle a eu l'occasion de se produire aux États-Unis, en Hollande, en Grande-Bretagne, en Union soviétique, en Allemagne, au Canada, en Yougoslavie, au Danemark, avec des rôles en turc comme en anglais. Elle a incarné plus de 100 rôles différents dans environ 100 pièces. La cérémonie d'hommage a eu lieu au théâtre Kentar à Şişli. Puis elle a été enterrée au cimetière Aşiyan après une cérémonie à la mosquée de Levent Afet Yolal. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, s'est engagé à rénover son théâtre, le théâtre Kentar. Des élèves de l'université d'Ankara venus protester une consécration non méritée selon eux de leur recteur nommé par le gouvernement ont été frappés par la sécurité de l'école. C'était une présence controversée qui a provoqué l'étincelle. Un symposium a été organisé à la faculté des sciences politiques de l'université d'Ankara. Baptisée Sciences Po et le processus de modernisation de la Turquie, elle avait comme membre d'honneur un recteur nommé par le gouvernement, Erkan İbiş. Cette présence a été aussitôt contestée par les étudiants et les anciens de la faculté des sciences politiques. Face à cette protestation, la direction a barré l'accès aux étudiants qui voulaient y assister. La sécurité privée, engagée par l'université, a matraqué les étudiants. L'Association des anciens élèves de la faculté de sciences politiques a publié un communiqué de protestation. Son président, Dinçer Demirkent, a dit « Nous demandons que le recteur nommé par le gouvernement ainsi que la direction démissionnent ». La déclaration de presse a attiré de nombreux étudiants ainsi que des députés du CHP et du HDP. Des journalistes de Cumhuriyet ont été condamnés contre l'avis d'un haut tribunal. L'un des journalistes jugés, Kadri Gürsel, nous a exprimé ses sentiments. Dans le procès de Cumhuriyet pour lequel la Cour de cassation avait réclamé l'abolition des verdicts ayant été prononcés par un tribunal local à Istanbul, la Cour de cassation à Ankara avait réclamé l'acquittement de presque tous les inculpés, sauf un, le journaliste Ahmet Şık, alors que le tribunal local a résisté et a défendu son verdict pour les journalistes et les dirigeants du quotidien Cumhuriyet. Et je suis le seul parmi eux qui a été acquitté par ce tribunal, mais grâce à une décision de la Cour constitutionnelle datant le mai 2019. Je suis content pour moi, mais je suis 12 fois attristé pour les autres inculpés, pour lesquels les verdicts ont été retenus. C'est un coup dur, à mon avis, contre la normalisation du pays et contre les libertés fondamentales, donc la liberté de presse, la liberté d'expression. Et aussi, c'est un excès. C'est un excès dans le sens de l'usurpation de pouvoir et dans le sens de la musellement de la presse, de la liberté de presse. Maintenant, à ce stade-là, la décision de la Cour locale va être transmise à la Cour de cassation et c'est probablement l'Assemblée générale de la Cour de cassation Ankara
va prononcer le verdict final et on espère, j'espère, comme tous, que ça sera dans le sens de la loi, des libertés, ce qui nécessite la loi et les libertés, car ces condamnations, ces verdicts d'emprisonnement avaient été jugés déjà par la Cour de cassation comme hors de la loi. Une jeune femme a été tuée par son ancien petit ami dans des circonstances dramatiques. Le nombre de féminicides de l'année 2019 est de 299. Les coupables sont souvent les plus proches des victimes. La triste série des féminicides continue. À Sparta, l'étudiante de 19 ans Güleyda Cankal a été assassinée par son ancien petit ami Zafer Pehlivan. Güleyda Cankal suivait les cours de la section photographie. Son ex-petit ami Zafer Pehlivan, qui serait venu la visiter de Muğla, l'a assassiné. Il a été établi que le suspect avait étranglé la jeune femme, puis poignardé. Pehlivan a été arrêté. Le drame s'est déroulé dans le quartier de Fatih. Après une vive altercation, la victime tombe, d'abord étranglée, puis poignardée au niveau de la poitrine. Ce sont d'autres étudiants, alertés par les cris, qui sont entrés dans la chambre et qui ont donné l'alerte. Mais une fois les secours arrivés sur place, il était trop tard. Güleyda Cankal était morte. La plateforme Nous stopperons les féminicides a déterminé que le mois dernier, 36 femmes ont succombé de violence. Si le meurtrier de 14 d'entre elles n'a pas été déterminé, 8 maris, 6 petits amis, 4 proches, 2 pères, 1 frère et un ex-petit ami composent la liste macabre des meurtriers. Une église orthodoxe arménienne de Turquie datant du XVIe siècle et étant un lieu de visite pour les touristes est laissée à l'abandon. La grande église catholique arménienne de Diyarbakir, Surp Sarkis, est menacée d'effondrement. L'église, dont sa construction remonte au XVIe siècle selon les estimations, a été abîmée par les chasseurs de trésors clandestins et une absence d'entretien. L'historien suédois Max van Berkem avait écrit dans son livre Amida que les Arméniens avaient bâti une église aux environs de 1515 et qu'ils l'avaient baptisée Surp Sarkis. Même si elle est fréquemment visitée par des représentants de la communauté arménienne, ce bâtiment historique s'est retrouvé en plein milieu d'un plan urbain de rénovation qui concernait tout le quartier. Aucune protection spéciale de l'église n'a été mise en place durant les travaux. Durant son histoire, ce lieu de culte a également été utilisé comme usine, grange ou entrepôt. Rüveyda Tunç travaille sur cette église. Elle souligne que les chasseurs de trésors clandestins ont spolié des parties de cette église et que 80% du bâtiment a été concerné. Elle a continué. « Il est urgent d'agir ici. Si cette église s'effondre, c'est tout un pan de mémoire qui sera détruit. À Ali Pacha, les Assyriens, les Arméniens et les musulmans ont cohabité en paix dans le passé. Et une rénovation sera bénéfique pour le tourisme, car même dans cet état, l'église continue d'attirer des touristes locaux et étrangers. Des groupes de touristes d'Arménie viennent régulièrement visiter ce lieu. » Une docteure allemande d'origine turque a été nommée médecin de l'année. Dans son discours de remerciement, Dilek Gürsoy a appelé les parents à supporter leurs enfants dans leur passion. La chirurgienne cardiaque originaire de Turquie, Dr Dilek Gürsoy, a reçu le prix médical allemand lors d'une cérémonie à Düsseldorf. Lors de son discours de remerciement, Gürsoy s'est adressé aux personnes originaires de Turquie. « Je m'adresse aux mères et aux pères qui vivent ici, qu'ils soutiennent leurs enfants. Sans soutien, rien n'est possible. J'espère pouvoir créer ici, en Europe, un centre de cœur artificiel afin de faire en sorte que nos jeunes filles puissent me surpasser. » Travaillant depuis 2010 sur la chirurgie cardiovasculaire, Gürsoy a effectué sa première opération chirurgicale sur un cœur artificiel en 2012. C'est la première femme en Europe à faire ce type d'opération. Avec 30 opérations à son actif, Gürsoy travaille sur un nouveau projet de cœur artificiel qui sera greffé dès 2023. La famille de Dilek Gürsoy, originaire de Fatsa, a immigré en Allemagne en 1969. La scientifique a perdu son père lorsqu'elle avait 10 ans d'une crise cardiaque. Cet événement a beaucoup joué sur son désir de devenir chirurgienne. Merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine.